longs. Ses yeux jetaient un feu. Elle portait une tenue négligée. Ses lèvres serrées ne portaient nul maquillage. Après le pique-nique groupé aérien, ils s'étaient démarqués de leur groupe, ils continuaient leur randonnée la main dans la main, décontractés. Bien sûr, ce face-à-face se passait dans une vive émotion. Ils discouraient sur la pluie et le beau temps. Une réelle réserve les tenait téméraires dans leurs faits et gestes. En effet, ils hésitaient dans la démarche à suivre. Ils hésitaient. Ils hésitaient à opter pour telle file ou telle autre à dérouler. Pourtant, cette balade se prêtait pour dérouler la pelote des sentiments dans sa splendeur, n'est-ce pas? Soudain, un cheval vint à leur rencontre. Le garçon, en premier, sautait sur le dos de l'animal. Après avoir esquissé un sourire, il immobilisa le cheval. Puis il offrit la main à la fille, qui finit par s'accrocher derrière lui. Devant le souffle de la surprise, ils éprouvèrent un mélange d'angoisse et de joie, une sorte de frein au dialogue maintenant qu'ils étaient réunis en dehors des mauvaises langues. Où allait-il? Ils ne le savaient. Si le cavalier abusait de cet instant, ne serait-elle pas perdue? Si une mauvaise pensée lui dictait de la tuer une fois ses fins assouvies? Combien avait-il fait de chemin? Quelle heure était-il? Leurs camarades ne s'inquiéteraient-ils pas? Sur un coup de bride, le cheval avait stationné au milieu d'un champ de trèfle. Le garçon en descendit, il l'enlaça. La cavalière finit par recouvrer une totale confiance. Des paroles, mal articulées, leur avaient rempli la voix. Elles marquaient un frisson intérieur réciproque. C'était le moment choisi par le garçon. Il rompait leur silence. Un soleil lumineux brillait. L'astre lançait des reflets dorés sur la mer. Le garçon se rapprocha davantage de la fille. Il vit des yeux d'une couleur instable. Cette couleur changeait en fonction de la luminosité. Les cils de la fée étaient très longs, sans coloration. Leur noirceur n'était pas une contrefaçon. Surtout, sa peau intérieure claire invitait au voyage. Sa peau contrastait avec son visage pâle de lys. Elle devenait belle dans ce décor. Il avait hâte d'explorer ces trésors, ça promettait une ivresse unique. Elle hésita dans un élan instinctif de pudeur, mais elle craignait de le décevoir. Du coup, elle ferma les yeux. C'était sa façon de le convier à la cour des délices. Il ne s'était pas fait prier 2 fois. Aussitôt, il se pencha vers ce fruit naguère inaccessible. Il s'y pencha non sans une fièvre naissante. Ils s'évadèrent, un temps infini et court. Un joli sentiment suprême s'accomplissait. La nature s'était émerveillée. Les oiseaux s'étaient tus. Aucune impression sur toile, même la touche d'un maître, n'aurait eu la force suffisante afin de le dépeindre, non sans témérité. Le territoire de la succulence assistait à une évasion délicieuse. Comme s'étant senti de trop, le cheval quittait la scène. Leurs camarades les recherchaient. Gelés dans leurs gorges nouées, leurs paroles se déversèrent sous les rayons de ce doux soleil. Elles s'ajoutèrent en gouttelettes à l'eau de mer qui les dégela davantage. L'heureuse élue en recueillit quelques-unes. Elle les garderait dans sa boîte à bijoux. Les voici sous un chêne ombragé. Cet arbre géant cachait la lumière du soleil. À ce moment, elle avait saisi sa main. Elle arrêta leur course et lui tendit une bague d'argent. Qui étaient-ils? Jean et Zina, son rayon de soleil, de ces années kabyles,
Algérienne? Je devrais lui poser la question au moment de lui restituer son cahier à spirale en ma possession, que je suis en train de lire et fouiller. Dans le chapitre post-chapitre excursion, on sonnait à sa porte. Sa voisine, la jolie fille, le conviait chez elle. Elle avait infusé du thé à la vanille. Avant de la rejoindre, il surfa sur la toile, il prenait des nouvelles de la Kabylie, où la bourse du changement battait fort. Le monopole du marché était détenu par les mêmes spéculateurs. La commune natale de Jean avait initié une opération de location de logements et de commerces, en conséquence de quoi des queues énormes de citoyens bousculés, grossirent les trottoirs. Le peuple s'offrait en spectacle dans un bain de bousculade. Sous la pression de la rue, les caciques tentaient de sauver la face en délivrant des logements au compte-gouttes. Quant à l'ordre dans cette opération, ce fut une catastrophe. Jean avait plaidé pour voir le pouvoir central aider sa petite commune à sortir la tête de l'eau. La masse en souffrance était prête à tout. La toile sportive répétait La masse en souffrance était prête à tout. La toile sportive répétait en boucle le limogeage du sélectionneur national, parti plus rapidement que l'éclair. Dans son scoop, la Gazette sportive donnait la raison. Le technicien avait refusé l'ingérence du ministre des Sports dans ses choix tactiques. L'un misait sur un schéma offensif, l'autre soutenait que la défense était une meilleure attaque. Si seulement chacun s'occupait de ses oignons, comme l'on dit. Que venait faire le ministre des Sports dans les vestiaires des athlètes? N'était-ce pas au sélectionneur d'opter pour le schéma tactique adéquat en fonction de la forme de son effectif? Adéquat en fonction de la forme de son effectif. En tout cas, le verdict ne s'était pas fait attendre. Dès le premier match des joutes mondiales, le 11 national avait essuyé une défaite cinglante contre un adversaire battu jadis sans peine. Dans le chapitre 25 du cahier à spirale, Jean se levait à 6 heures. Sans prendre le petit déjeuner, il sortait. Dans un réflexe vert, rodé, il emportait ses déchets ménagers triés, verres par-ci, journaux et revues par-là. Le long de l'avenue de la Roseraie, il avalait 20 mètres avant de tourner à droite et longer l'avenue du Chemin Bleu sur 300 mètres. À la fin, il coupait l'avenue du Tram dans une perpendiculaire parfaite. À ses débuts, il prenait l'avenue Ardouin pour rattraper le bus 206 en face de la mairie. Il serpenta l'avenue des Chandeliers, bien dessoirée, en se demandant: quelle raison dicte d'occuper telle place dans le wagon? Devant la porte, au fond, au premier étage debout? Certains se hâtent de faire face à une femme, d'autres s'abstiennent de s'asseoir, et moi, je tiens à dénicher une place assise, sinon j'attends le prochain. Je ne suis pas effrayée à l'idée d'arriver en retard au bureau, comme je ne suis pas découragée à la perspective de parcourir 2 kilomètres à pied après avoir raté le dernier bus. Jean découvrait que les voyageurs pratiquent des activités variées dans les transports, comme écrire des idioties sans queue ni tête. J'aurais voulu t'aborder, te parler à toi qui es toujours à côté de la vitre, dans le même train.
dans le même train, à la même heure, un livre à la main. Toi, l'inconnu du 19h. D'autres méditaient, ils se posaient des questions sans réponse, tels les problèmes indécidables des systèmes formels et le ruban infini de la machine binaire, dite de Turing. Cette machine ne sait pondre que des zéros et des 1. Bête. D'autres passagers recevaient des appels urgents, des coucous de leurs fiancés, de leurs amants, et les plus chanceux étaient appelés par leur patron, leur annonçant une augmentation de salaire inespérée. Chapitre 6. En fin du chapitre 26, Jean convoquait le cadeau offert par Kenza, le livre écrit par Cid, le frère de l'Algéroise. Ce livre de 28 pages rend hommage à l'école républicaine, comme l'atteste cet extrait. Guillemets. Le collège serait donc l'école de la seconde chance, incroyable. Stupéfaction générale parmi mes camarades garçons et filles. Quelle serait l'école de la prime et première chance? Dans les faits, le conseiller avait loué surtout l'école militaire pour une raison simple. Pour lui, un élève, fille ou garçon, incapable de réussir son examen de 6e était soit malade, soit insolent, soit difficile. Dans tous les cas, l'école militaire lui apprendrait la discipline, la rigueur et l'amour de la patrie populaire et démocratique. La tactique du militaire à la retraite, bien huilée, centrait son discours sur l'école militaire. Quand il nous avait présenté les métiers de la formation professionnelle civile, il avait été bref, peu motivé. Il nous avait mis à chaque fois en garde contre la pénibilité de ces professions manuelles. De façon générale, il orientait nos choix. Il nous manipulait ou, qui sait, il voulait nous couver pour finalement limiter nos choix au collège puis à l'école militaire. Enfin, il nous révéla son opinion. Nous devions coûte que coûte réussir notre 6e. Au pire, en cas d'échec, nous devrions accepter de redoubler la 6e année. Grâce à ce bis repetita ou ce redoublement, nous décrocherions le beau sésame d'entrée au collège l'année scolaire suivante. Dans le chapitre 27 du cahier à spirale assez court, Jean soufflait le chaud et le froid. Accablé par le silence de Kat, il aurait donné tout l'or du monde pour la convaincre de jeter chez Chichi à elle. Pour la convaincre de jeter ses chichis. Pour la convaincre de jeter ses chichis. Que devait-il lui promettre? S'il m'avait consulté, je lui aurais proposé une solution. Pour le moment, je demeure en retrait, comme un observateur neutre, un auditeur, hors du terrain des opérations, un lecteur attentif à tous les chapitres du précieux cahier à spirale de Jean, mon voisin, que je dois lui restituer dans une semaine. La vie de Victor était le contraire
de ce que laissait soupçonner son dernier courriel. D'ailleurs, il donnait raison à Nageette de s'être munie d'une précaution langagière. « Vous semblez mener votre barque, le quotidien des jours, juste pour attendre vos week-ends. » Il soulignait « sembler ». Par cette impression, Nageette soulevait la difficulté. Le courriel soulignait « sembler ». Par cette impression, Nageette soulevait la difficulté de choisir ce mot-là au lieu de ce mot-ci pour Nageette soulevait, montrait qu'elle avait choisi ce mot-là au lieu de ce mot-ci pour exprimer exactement une pensée à l'écrit, à l'oral. Nageette avait lu l'œuvre complète de son auteur préféré, Yasmina Khadra. Combien de fois elle le remercia d'avoir véhiculé une idée sienne en usant de mots nominaux, verbes et adjectifs qui signifiaient à son grand bonheur ce qu'elle voulait dire, ni plus ni moins. Dans un mail, Nageette se plaignit d'une migraine. Une fois lu ce mail, Victor la rassurait. « Ce n'est qu'un passage à vide, l'orage passera, le sourire renaîtra vite. » L'encourageant pour tenir le cap, il l'encourageait à tenir le cap, et il lui conseilla de ne pas se laisser abattre. Elle renouait vite avec l'aisance des libellules bayadères, libres, légères, ravies de voler dans les airs et de dominer l'espace. Maladie, guérison, certes, le beau temps succède à la pluie. Cependant, les averses, chez elle, durent un peu plus qu'ailleurs. Nageette tient son caractère en partie de sa contrée, ce pays beau sous la brume et la bruine. À son image, elle est songeuse, certains jours comme les bocages sous le brouillard, d'autres jours une euphorie l'anime, elle bouillonne alors comme la mer par une nuit de tempête. Ces facettes de sa ferme et de son climat font qu'elle ne peut être d'ailleurs. C'est l'une des causes de ses interrogations. Faudrait-il restreindre strictement mes relations à mes compatriotes, de crainte de m'attacher aux étrangers qui me causeraient de la peine en partant? Ses racines étaient ici et faisaient sa force, et elle craindrait de perdre son bel équilibre si elle s'en détachait. Pourtant, les garçons de sa contrée partaient aussi chercher fortune ailleurs. Par conséquent, même si elle abandonnait son cœur à un voisin, il pourrait quand même la quitter. S'ils ont connu des difficultés, ses grands-parents ont eu la bonne chance de mourir entourés de leur famille. Nageette ignore si tout le monde est touché par ce sentiment d'appartenance à son lieu de naissance, comme elle à sa campagne, qui sait s'attacher ses ouailles. Elle ne serait pas une battante à l'en croire, mais l'instinct de survie animale présent comme elle à sa campagne, qui sait s'attacher ses ouailles. Elle ne serait pas une battante à l'en croire, mais l'instinct de survie animale présent chez elle
l'incite à se battre. Chacun a ses propres besoins, c'est vrai, pour elle, ce n'est pas tout à fait le confort, d'où probablement l'existence chez elle de ce que certains qualifient de manque d'ambition. Ce seraient plutôt des sentiments dont elle manquerait. Nageette et Victor se croiseront pour un thé, sans doute, un repas sûrement se croiseront pour un thé, sans doute, un repas sûrement. Diététique, Nageette en doute. C'est vrai, la nourriture spirituelle est à la mode, mais pour autant, elle n'en oublie pas les plaisirs d'un repas délicieux. Nageette cite sa recette tiède en succombant à l'onctuosité du beurre finement salé, mêlé à la douceur du sucre à peine caramélisé. Si l'envie prenait Victor de venir puiser son inspiration fermière dans la mer, alors il goûterait à ce mets. Dans un courriel, Victor lui a conseillé un classique dont l'héroïne, une comtesse, était renommée pour son talent de grande séductrice. Nageette, reconnaissante, ne savait rien sur cette comtesse. Elle n'en connaît jusque-là que des adaptations au cinéma de qualité variable, plus ou moins modernisées. Toutes lui ont plu cependant et l'ont intriguée. Le livre figure en bonne place dans ses prochains assas. Dans ses prochains achats. Victor lui réservera la primeur de son dernier texte. Elle s'en voit aussitôt flattée. Un week-end suffira-t-il à le lire, à le commenter? Ne l'oublions pas, le terroir de la paysanne offre 1000 trésors dont il serait dommage de ne pas profiter. Tout comme la capitale ne saurait accepter d'être visitée sans être vue. Quant à le corriger comme le voudrait le garçon, son correspondant, Nageette n'en aurait ni l'audace ni la qualité. Le terroir de la paysanne offre 1000 trésors dont il serait dommage de ne pas profiter. Tout comme la capitale ne saurait accepter d'être visitée sans être vue. Quant à le corriger comme le voudrait le garçon, son correspondant, Nageette n'en aurait ni l'audace ni la qualité. À cette seule idée, la sueur est en train de maculer son front, ses yeux, son cou, tout son être. Pour ce premier face-à-face, le salon de l'histoire serait un décor merveilleusement choisi après leurs échanges virtuels sous les prénoms codés, et Nageette le reconnaît. Sans gommer la possibilité de ce voyage, elle ne lui promet rien. Pour le moment, elle continue de jouir du bord de mer ensoleillé, du bord de mer enneigé. Spectacle joli à regarder que ce mariage de blanc et de bleu. Comme Victor, elle est loin d'être une battante. Elle est loin d'être une battante comme Victor. Comme les amis de ce dernier, les siens aussi la qualifient de fille sans ambition. Pourtant, elle a réalisé des projets, bien sûr, elle met tout de son côté pour tenir la tête aux caprices des gens sans les mépriser. Pourquoi Victor tient-il à la rencontrer? Comme les amis de ce dernier, les siens aussi la qualifient de fille sans ambition. Pourtant, elle a réalisé des projets. Bien sûr, elle met tout de son côté
pour tenir la tête aux caprices des gens sans les mépriser. Pourquoi Victor tient-il à la rencontrer? La raison tient à ceci. En plus de leur jeu de cache-cache sous des prénoms d'emprunt, il voit dans ce tête-à-tête une occasion pour se dire certaines choses les yeux dans les yeux. Dans cette fin du chapitre 28, Jean posait la redoutable question. Et si Victor et Nageette étaient des collègues de bureau, ou des cousins et cousines, frères et sœurs, pire encore, si Jean était en train de mener en bateau ses futurs lecteurs, ses futures lectrices, moi compris. Demain, je l'interrogerai sans gêne. Cette Nageette, ne serait-ce pas Kat? Ce Victor, ne serait-ce pas toi-même? Kat et toi, cachés sous de faux prénoms sur la toile? Le chapitre 29 du cahier à spirale fut court. Cela me fit grandement plaisir, car je commençais à m'ennuyer de cette lecture souvent narcissique. Dans ce bref chapitre, Mona, d'après Jean, bien entendu, s'attache à jouer avec les mots depuis 13 mois. Comme pour faire le point, elle vient d'imprimer les messages de Jean. Elle va les trier par thème. Un thème prédomine dans ses feuilles, le plaisir de Jean à pondre des billets de train à chaud. Ouf! Le chapitre 30 aussi fut succinct. Il se limita à signaler le début du mois de février. La matinée s'annonçait clémente. La pluie tombait fine. Le bulletin météo prévoyait 15 degrés. C'était un temps des climats chauds qui insistait Jean à prendre en mars l'air dans un pays des grands espaces. Pour un laps de temps, il fuirait Kat, elle ne cessait pas de l'assommer, il fuirait aussi les campagnes électorales houleuses. En Kabylie, la police avait passé sous ses cribles le charmant caricaturiste du quotidien populaire. Devant cette répression, l'opinion publique constatait ceci. Après 8 ans de déraison, les chars quadrillaient les rues. Les seigneurs étaient là, plus riches et méchants. Pourtant, un fardeau lourd a été payé par le peuple algérien. À la fin de ce court chapitre 30, une voix fluette susurrait le prénom de Jean au fond de la voiture de queue du métro. Que faisait-elle dans ces lieux remplis de noyés? Qui était-elle? Jean savait que ce n'était pas la fiancée de Bob. D'où venait-elle? Aurait-elle quitté sa cité, en train de renaître de ses cendres? Garçons ou filles, jeunes ou vieux, auraient-ils déguerpi d'une terre livrée au pillage des seigneurs, cette tendre Kabylie, cette chère Algérie, ce pays de cocagne, en train de subir les conséquences d'une fragilité séculaire, à cause des élus et des dieux sourds aux souffrances du peuple livré à lui-même, un peuple qui a fini par jeter l'éponge et s'exiler, ou rester chez soi pour végéter, au risque d'être récupéré par certains courants populistes. Partie 2. Les fiancés de Montmartre. Chapitre 1. Au cours de ces ateliers, livres en fête, Jean lisait devant ses camarades.
Jean lisait devant ses élèves. Chapitre 1. Jean lisait devant ses élèves. Parfois, chacun lisait en solitaire, et ses camarades l'écoutaient. Une fois le chapitre à lire, rendait hommage à la couleur locale. À tour de rôle, ils avaient lu des extraits d'œuvres qui mettaient à l'honneur, au menu de la séance de lecture, la couleur locale. Enfant, Jean avait côtoyé une variété d'animaux, un âne, des poules, des coqs, des lapins, des moutons, une brebis ou trois, un chat, des pigeons, des ruches, un paon. Ce beau monde occupait la basse-cour. Il l'occupait dans un but pratique. Ce n'était pas un mini-zoo en train d'attendre la visite payante d'éventuels touristes. Il l'occupait pour subvenir aux besoins en viande, œufs, laitage, laine, plumes pour rembourrer les oreillers. Sur l'âne reposait le gros des tâches. Il devait s'en réjouir, car sa vie n'était jamais remise en cause, le contraire des coqs, des pigeons, des moutons. Ces derniers avaient une durée de vie limitée, constatée. Les moutons étaient sacrifiés chaque année. 2 mois avant cette boucherie dite sacrée, la cité célébrait la fête du Grand Pardon, ou la fête joyeuse, la fête des enfants à combler, la fête de la charité, la fête des morts à revisiter pour qui des fleurs. 2 mois avant cette boucherie dite sacrée, la cité célébrait la fête du Grand Pardon ou la fête joyeuse, la fête des enfants à combler, la fête de la charité, la fête des morts à revisiter, pour qui des fleurs se posaient sur des tombes à nettoyer, arroser, puis repeindre. Au cours de cette journée de recueillement familial, les filles et les femmes se paraient de bijoux. Elles enduisaient la paume de leurs mains d'une teinte aînée. Elles généralisaient la science beauté à la plante des pieds et à leur chevelure. Au cours de ce jour, la tradition imposait des embrassades massives, un supplice pour les garçons timides. Comme il exécrait les baise-mains, Jean ne se levait qu'à midi, qui sonnait la fin de ses accolades joyeuses, un peu impudiques. Revenons aux ateliers du livre en fait. Dans le premier paragraphe lu par Félicie, un moyen courrier vole dans le ciel. Avant le décollage, le commandant de bord souhaite un agréable voyage aux passagers. Puis l'hôtesse rappelle les exercices de sauvetage. Une passagère se révolte, car l'hôtesse s'est exprimée dans une langue autre que le patois de cette passagère. Vite, elle exige le cahier des doléances pour y reporter ceci. Tout le monde a droit à l'information. Les langues locales sont, elles aussi, capables de décrire, dans des tournures claires, une scène aéronautique. Le paragraphe suivant critiquait les transports urbains. À ce sujet, Jean fit face à une scène qui résume cet état d'esprit. Une foule attendait, le bus arriva, après une bousculade, tout le monde put se caser, le conducteur ne démarrait toujours pas, apparemment il attendait un train, et celui-ci arrivait. Jean s'assit au fond du bus, le train passait, un passager fendit la foule, il se fraya un chemin. Sa quête d'une place vide persistait. Il se débattait des mains, des pieds, des épaules, de son cartable et de la tête. Il bousculait et se fit bousculer.
et se faisaient bousculer en retour. Certains protestaient. Les plus relâchés souriaient. Bon perdant, le fautif présentait des excuses. Un long chemin le guettait. Devant Jean, une déception se lisait. Devant Jean, une déception se lisait, perceptible sur son visage, déçu de ne pas avoir déniché un siège libre. N'avait-il pas fourni un valeureux effort? Assis, Jean leur avait souri, aux nouveaux venus et à sa propre personne. Il leur avait souri par le reflet de son image sur la vitre nocturne embuée du bus. Gentleman, Jean lui céda de bon cœur sa place. Quand vint le tour de Camille, elle lut le 4e paragraphe où le narrateur refusait de parler de violence urbaine. Jusque-là, nul délinquant, nul mendiant ne l'avait agressé. En parallèle, Jean avait cru ce que les médias rapportaient un mois plus tôt. Apparemment, des agressions ciblaient des touristes en train d'affluer vers les monuments de Paris. Au cours de sa lecture, Camille glaça les veines de ses camarades. Un policier en retraite fusillait un cabaret. Blessé à l'épaule le cabaretier. Un malade mental se murait chez lui. Il menaçait de se suicider. Un mari, bien saoul, expulsait sa femme à 2 heures du matin sous une pluie battante. Jean constatait que le monde devenait de plus en plus fou, à moins que ce soit le cas depuis toujours. Camille, de marbre, impassible dans sa lecture de ces faits divers, remercia ses camarades pour leur écoute. Dans le 7e paragraphe, lu par Dylan, le narrateur, un architecte, avait décrit sa rue piétonne. Effrayé de se rendre compte de l'empreinte du système capitaliste sur la vie locale, le narrateur relevait une association qui en disait long sur la crise du commerce de proximité, chassé par 3 banques, 4 agences immobilières, 3 supérettes, 2 études notariales, 3 assureurs, alignés sur le même trottoir, idem sur le trottoir d'en face. Longeant ce tronçon urbain depuis 5 ans, ce narrateur, cet architecte, n'avait pas jusque-là remarqué une telle mutation urbanistique. Il s'agissait de la marque de fabrique de la ville moderne. Ces commerces étaient le point d'orgue de la vie de la ville de Jean. Au salon de la dentelle, Jean s'était attardé sur de la ville de Jean. Au salon de la dentelle, Jean s'était attardé sur la société du clinquant, devant des visiteuses parées de colliers et de bagues. Au contraire de leurs âmes sœurs, les hommes n'avaient pas porté le moindre métal. Toutefois, l'essentiel était dans les marches populaires et dans le peuple en train de battre le pavé des villes et des campagnes. Droit dans ses bottes, le maire, le réformateur, radicalisé, refusait de discuter. Jean et ses concitoyens se virent incapables de stopper la destruction d'une partie de leur chair, déjà ensanglantée, défigurée. Ce fut la fin. Ce furent des fins de semaine sombres. De son côté, Jean descendait au bois de la Roseraie chaque jeudi soir pour ses emplettes, tout en craignant des actes de violence de part et d'autre. Franchement, la météo sociale réservait des lendemains tristes. Un futur explosif
des lendemains tristes. Un futur explosif le heurtait dès les aurores. Malgré cette inquiétude, une force le soutenait pour entretenir ses chroniques procurées par une actualité pourtant grave. Il ne pigeait rien à cette force, à moins d'avoir faim d'oublier les vestes essuyées auprès de Kat, qui, cette nuit, lui avait envoyé un tendre SMS. Le proche lendemain de ce SMS doucereux, Jean se réveilla doté d'un moral au beau fixe, si j'ose dire. Et une autre bonne nouvelle confirma que les mots doux de la veille de Kat étaient loin d'être une moquerie ou bien une erreur dans le choix du destinataire. Après 14 mois de jeu du destinataire. Après 14 mois de jeu, Mona se dévoile. Il s'agit tout simplement de Kat. En tout cas, elle constate que Jean écrit très bien. Elle adhère aussi à sa logique. Selon elle, Jean sait planter le décor. Il sait préparer le lecteur à entrer en douce dans ses univers. En revanche, elle relève une certaine mollesse dans son style qu'une pudeur dominerait. Elle reproche à son verbe de souffrir d'une certaine réserve. Pour elle, il n'irait pas au fond des descriptions quand il met en scène les émotions humaines. Le lendemain de ce coup de théâtre, Jean, qui est aussi le collègue de Kat, se pointe devant le bureau de celle-ci, lui fait un clin d'œil et l'invite à la cafétéria. Elle lui dit tout de son état d'esprit. Le premier jour de notre face-à-face, dans cette cafétéria justement, j'ai eu un coup de foudre et de cœur pour toi, séduite par ta façon de parler avec les mains en postillonnant. Une question. Quel déclic a poussé Kat à jouer avec Jean pour se démasquer? Quel déclic a poussé Kat à jouer avec Jean pour se démasquer? Aussitôt, il lui proposa d'aménager ensemble. Kat lui dit d'attendre et de continuer à correspondre par mail, le temps de se découvrir davantage. Elle l'avertit. Pas question de nous afficher en public. Soyons discrets. Laissons-nous encore 6 mois. Concernant un précédent courriel dans lequel elle avait écrit ce qui se passait en elle, Kat s'était excusée. Elle s'était permis une certaine liberté de ton dans ce courriel parce qu'il lui avait donné son accord. À moins qu'il ne donne le même sens à l'expression journal intime et que Kat interprète comme étant un lieu, un refuge, un creuset capable de recevoir nos pensées profondes. Jean ne lui attribuerait-il pas la même sémantique au moment où Kat écrivit ces lignes qualifiées de crues par le garçon, Jean, elle avait besoin d'être désirée, soulagée de trouver une épaule à sa tête. Jusque-là, elle avait relégué sa féminité au second plan. Avoir eu enfin à partager cette envie avec Jean l'avait
Au second plan, elle avait eu enfin partagé cette envie avec Jean, et cela l'avait libérée. Dans ce courriel, qualifié d'obscène par son correspondant, elle exprimait une envie, elle n'avait pas du tout osé la provocation gratuite. Plutôt, leur correspondance lui convenait à ravir. Elle la qualifia de grande qualité, et si spéciale. Dans ce courriel, Salas, Kat avait donné la parole à ses sens, librement. Mais que fait-elle avec Raphaël, son mari, pour éprouver le besoin d'envoyer un courriel grivois à Jean? Raphaël, ne serait-ce pas un joker, une invention pour tenir en laisse Jean et le prendre en otage, le rendre jaloux, faire monter les enchères? Et cette nuit, en lisant la page 76 du cahier à spirale, je découvre que Jean y avait restitué une décision heureuse. Kat, à ce stade du cahier à spirale, quittait Raphaël, qui donc avait existé en chair et en os. Chapitre 2. Au cours d'une pause café chez Kenza, celle-ci tentait d'ouvrir les yeux à Jean. « Tu es malade d'attendre encore 6 mois avant d'inviter Kat. » En attendant un face-à-face romantique en dehors du bureau, Jean vient de signer une pétition adressée au maire. Celui-ci devrait recoller les morceaux entre le collectif pour la sauvegarde des espèces des espaces verts et la municipalité. Récemment, ce collectif s'était vu refuser l'accès au forum des associations. Jean s'était posé toutes sortes de questions devant ces mesures de rétorsion. La pensée unique serait-elle à la mode? Le maire aurait-il perdu la raison? Le projet de ferme pédagogique se concrétiserait-il après la campagne électorale? Ne serait-ce qu'un slogan? Pourquoi du béton devant les arbres et ces arbrisseaux chétifs en train de se débattre dans du béton? Jean quitterait le Clos du Prince. Mais il prendrait un avion pour fouler son marché. Je voudrais 4 pommes de terre, 6 carottes rouges, un concombre vert, une laitue aussi verte que le concombre, une botte de radis, 500 grammes de sardines de Méditerranée. Telle fut sa liste des achats de ce jour de marché. Le primeur lui avait servi tout, excepté le poisson, que Jean devait chercher dans les étals du poissonnier entre le fleuriste et la vendeuse 2 à l'unité, en face du rayon du miel, de la vendeuse d'épices et des légumes secs. Maintenant, il s'apprêtait à payer ses légumes. La vendeuse lui souffla une recette. Les pommes de terre marinées dans un jus de citron, servies avec du poisson rôti. Jean raffole. Je mijoterais plutôt de vraies frites, madame. Y aurait-il de fausses frites? Des quartiers de 5 centimètres de long. Même loin du Clos du Prince, Jean suivrait de plus près les orientations du maire et les autoroutes de l'information du futur qu'il promettait depuis 10 ans. Pour le moment,
Sa maison multimédia lui offrait toutes les commodités. Devant sa porte, le système de sécurité contrôlait ses empreintes digitales. Le robot le conduisait au salon et lui apportait un fauteuil, non sans lui rappeler les prévisions météo valables sur un rayon d'1 kilomètre. Un soir, après avoir passé en revue l'actualité, le robot terminait par le naufrage dramatique d'une embarcation de fortune. 700 naufragés périssaient. Le robot s'était quand même excusé d'avoir heurté la sensibilité de Jean. Ensuite, il lui annonçait une nouvelle fraîche. Jean aurait une jolie fille comme voisine. Kenza, la jolie fille, une fois diplômée, avait couru à la mairie. Elle montrait son précieux diplôme. Courte fut sa joie. Un choc la troubla, et pour longtemps. Ce choc avait été porté par les propos de l'adjoint au maire, chargé de l'emploi des jeunes. En effet, celui-ci lui avait dessiné un avenir incertain. À l'entendre, le marché national ne pouvait rien offrir à la jolie voisine de Jean, récemment débarquée au Clos du Prince. En revanche, il lui conseilla de tenter l'exil économique, loin d'Alger. Non, ça fait aucun bruit. Ça fait aucun bruit. Tu peux y aller, aucun problème. Loin d'Alger. Fort de son poids sur l'échiquier politique, cet adjoint lui procura un visa international. Elle pouvait opter pour le pays de son choix. Elle opta pour la France. Pleine d'espoir, elle jeta l'ancre du bateau de l'exil. Elle embarqua dans sa bouée de secours de vagues illusions. Le cœur meurtri, elle se dota d'une rage de vaincre. Confiante, elle débarqua à Paris. Bob aussi s'était exilé comme Kenza. Bob, un ami de Jean, toujours optimiste. Il se battit malgré la dureté des 11 premiers mois en terre inconnue. En effet, il mit du temps avant de comprendre les codes sociaux, lui l'exilé, ignorant les conventions urbaines. Comme Bob et Kenza, Jean ignorait les codes urbains. Pour y faire face, il usa d'une parade efficace, l'écriture. Il avait écrit des dizaines de pages durant ses trajets entre le Clos du Prince et son bureau. Chez lui, tout était prétexte pour écrire. À plusieurs reprises, Jean avait recensé les thèmes dignes d'être abordés dans un billet à venir. Parmi ces thèmes, citons son ennui au bureau, la partie du jeu des 7 familles livrée par 3 enfants, la relation, peut-être en train de lier, allez savoir, un vieux monsieur avec une compagne moins âgée que lui, la Kabylie, les jours de grève des métros chargés à la barbe, ce beau sourire distillé par une jolie passagère à l'attention de Bob, et l'hésitation de Kat pour emménager avec Jean, ce cœur sensible. Kat se confie par courriel à Jean. Elle avoue ne plus savoir ce qu'elle a pu écrire. En général, elle évite de se relire, sans quoi Jean ne recevrait que des textes édulcorés. Elle se laisse toujours un temps de réflexion avant de lui répondre. Par la suite, elle ne s'attarde pas sur la teneur de ses propos.
Elle s'autorise tout, elle lui raconte tout, elle allume l'ordinateur et ses doigts courent sur le clavier. Comme lui, elle va au-devant des gens. En revanche, elle comprend cette passante qui se serait méfiée de lui, tellement méfiante qu'elle refusa de dicter à Jean son numéro de téléphone personnel. Elle doit avoir une raison valable. Peut-être est-elle avec un garçon jaloux. Envoyer paître un collègue ne lui coûterait rien, Kat l'admet. Se rencontrer avant le début d'une relation n'inspire aucune crainte. À l'opposé, tout nouvel arrivant est perçu comme une menace. Elle l'aurait constaté par 2 fois. Être la moitié d'une unité nous handicaperait-il à ce point? Et nous évitons de forger tout nouveau lien. En tout cas, Kat tente, tant bien que mal, de se persuader de l'innocence de toute relation naissante. Par cette conviction, elle tente de chasser tout sentiment coupable, capable de donner l'impression de trahir l'autre. À suivre Kat, ce manque d'honnêteté envers soi peut conduire à la perte de ce que nous voulons préserver. D'un autre côté, ce besoin de renouveau, révélateur d'un mal-être en gestation, peut être un soutien inattendu, s'avérer nécessaire, judicieux, afin de s'extirper en douce d'un cocon rassurant mais très inconfortable. Kat vient d'emprunter l'argent facile. Ce livre ne lui plaît pas. Comme il est court, elle a décidé de le finir. Il lui a fallu quelques pages pour s'immerger totalement dans son univers. Sa préférence va vers les gros volumes. Il nécessite un délai d'adaptation, une certaine patience. Ce n'est que vers le milieu de l'histoire qu'elle éprouve le plaisir de la lecture. Un livre court ne lui laisse pas le temps suffisant pour ce parcours. Les gros volumes sont difficiles à lire par tranches de 10 pages sans perdre le fil. Maintenant, elle compte se procurer un livre inspiré des légendes épiques. Les chercheurs de trophées et les suivants. Elle doit lire cette suite, à moins que le 7e art ne la porte sur le grand écran. Elle a peu lu de classiques. Par conséquent, il est urgent de remédier à cette inculture. C'est ce qu'elle promet à Jean. Kat a fini par lui exposer la gymnastique cérébrale qui aboutit à ses réponses destinées à Jean. Le temps de réflexion, les points à discuter, son face-à-face avec l'écran et les doigts maniant le clavier. En lisant le paragraphe de Kat qui en dit un peu plus sur sa technique, Jean, stupéfait, versa dans l'euphorie. « Tu le vois, nous nous ressemblons, emménageons !» En termes de lecture, Kat vient de commencer George Sand, son journal, minuscule par le nombre de pages mais grand par le contenu. Il faut lire sa vision pendant la symphonie. Au départ, elle a vu une bruyère, un sol aride, sans troupeau. Couchée par terre et brisée de fatigue, elle ne s'est relevée qu'au bout d'efforts difficiles. Une fois debout, elle a fixé le ciel et joint les mains pour implorer les nuages. Une voix l'a invitée pour entrer dans le repos. La symphonie finissant, elle n'a rien vu. Pour elle, tenir un journal, c'est renoncer à l'avenir. Sa vision surprend Kat, qui estime que le journal, nécessaire au roman,
et sa source toute désignée, voire intarissable. Chapitre 3. Jean a aussi rendu hommage à l'école républicaine dans divers billets, en matinée ou lors de son retour chez lui au moment crépusculaire ou à la nuit bien tombée. Son dernier billet ne nous contredira pas. Kenza, Kat et Bob en ont redemandé. Mon cycle du primaire se terminait avec succès, joie et fierté. De beaux souvenirs dans ma jeune mémoire. Une école de Tazeki bien organisée. Des institutrices gentilles, des instituteurs sévères mais très compétents, comme leurs consoeurs. Un directeur ferme, courtois, il veillait au grain, sans offenser personne. Pendant une décennie, une séquence indélébile marquait toutes les classes de la première année à la 7e année. Il s'agissait d'un extrait de Cro-Blanc de Jack London, ce conteur auquel notre Mouloud, le fils du pauvre, allait être comparé. 40 ans plus tard, à peine le livre entre les mains, j'ai eu le souffle coupé à l'idée de plonger, tant d'années après, dans la scène où Bill et Henry se rendent compte de la disparition d'un chien volé par les loups. 40 ans plus tard, je viens de relire Cro-Blanc et je me suis revue dans cette salle de classe. C'était un jour de janvier. La nature avait revêtu son drap blanc. Dans le poêle, les bûches brûlaient, les flammes de feu montaient, tantôt rouges, tantôt jaunes. Parfois, elles faisaient éclater leurs bobèches. Maintenant, c'est le présent. Jean vit détaché de son univers paisible, celui de son enfance. Il ne s'imaginait pas voler de ses ailes, traverser la mer, se poser sur des cours de villes lointaines, quitter son village kabyle. Surtout, il ne s'imaginait pas s'attacher à une fille, Kat, alors que sa voisine, Kenza, était d'accord pour l'épouser loin d'Alger. Au Clos du Prince, le quartier de Jean, ce dernier menait une existence paisible. Bien sûr, en tant qu'exilé qui ne disait pas son nom, vivant loin de ses proches et de ses amis d'enfance, une mélancolie le tenaillait parfois. Optimiste comme Bob, Jean refusait de se faire du mauvais sang et de se mettre la rate au courbouillon. Une paisible vie. Il logeait dans une maison calme d'une ville fleurie. Des oiseaux le réveillaient. Chaque matin après sa douche, il se rasait. Puis il se fabriquait un jus à l'aide du presse-agrumes et se servait des céréales sans gluten. Cela étant, il finissait par une tranche de pain d'orge tartinée au fromage de brebis. Alangui sur son sofa, il jetait 30 lignes sur son bloc-notes orange. Après sa page dominicale, il courait à pied sous des cerisiers roses et violets. Il rentrait chez lui à la fin de son plaisir par une brise printanière, puis il préparait son déjeuner, saisi d'une flemme volage.
il s'offrait une sieste en apothéose. Une fois debout, soit il prenait un thé chez Kenza, soit il allait voir l'affiche du grand écran, comme il accueillait Kat du vol de nuit. Du grand écran. Comme il accueillait Kat du vol de nuit. Elle passait ses week-ends chez ses parents. C'est officiel. Raphaël et elle s'étaient actés et dans la violence apparemment. En revanche, Jean s'était mêlé à la foule un jeudi soir, convié par Kenza dans une salle comble. C'était le 2e jour du printemps du cinéma. Son premier jour aussi, il avait fréquenté les salles obscures en compagnie de la jolie fille. C'était étrange venant de la part de celui qui effectuait rarement un détour par le cinéma en semaine. Au bureau, une routine régnait. Le printemps était revenu. Le beau temps annonçait tambour battant. La nature l'avait accueilli sous un ciel bleu. Le salon des consciences s'était ouvert. Jean avait négligé les conseils de la voyante d'en face. Elle le poussait à mettre les petits plats dans les grands pour séduire Kat, qui était sur le point de quitter Raphaël, à la bonne heure. Kenza et Kat accusaient Jean de cultiver des obsessions louches dans ses chroniques. Lui parlait d'admiration pour le charme. Non, il n'était pas du tout obsédé, ni dans sa jeunesse, ni dans le train, quand des faits raffinés l'entouraient dans les transports et le train, beau à filmer sur le pont de Nogent, le pont en pierre de taille, paraît-il. Entre les chichis de Kat et Jean, une paix relative était conclue. La hache de guerre enterrée à l'occasion du festival de la bande dessinée. Puis, dans un paragraphe de fin de chapitre du cahier à spirale, les chars des sentiments tonnèrent, les hostilités reprirent de plus belle. La déception de Jean se parachevait devant Kat, déclinant ses invitations. Son prétexte, aucun pour le moment. En tout cas, elle tenait à leur face-à-face promis 3 mois de cela. Ainsi Jean croiserait-il Kat face à face, en dehors du bureau? Entre Jean et ses conquêtes féminines, ses notes avaient fait état d'un calme plat et relatif. Puis, plongé dans le néant, il était venu à Jean des pensées saugrenues, pour ne pas dire mauvaises. L'une l'avait amené soudain à tenter de dresser une liste noire, justement, sur ces pensées polluant son imaginaire. Par une sorte d'état des lieux, il espérait reconquérir une certaine paix intérieure. À l'écoute de sa voix intérieure, il eut un coup de cœur pour une scène cocasse à laquelle sa plume refusait d'offrir un écho dans le fief de ses sarcasmes. Sous le contrat d'un interdit, regretté d'ores et déjà, il s'était consolé devant le lever du jour et la boule rose de l'astre illuminant la plaine. Jean
profitait de ce décor pittoresque tandis qu'il traversait le pont de Nogent. Toujours à l'écoute de sa voix intérieure, Jean, ayant peur de la page blanche, procédait à un examen de conscience. Aussitôt, un œil scrutateur offrait sa vue élargie, un recul surtout. Un matin, il écrivait. Le sourire lui fendait sa moustache en guidon, nouvellement adoptée, pour faire plaisir à Kat et la reconquérir. L'excitation avait commencé la veille. À l'idée de réserver encore un billet en l'honneur d'une situation risible, il tentait de tisser la toile de son idée première. Immédiatement, il atterrissait sur un terrain glissant. En effet, Jean commettait une maladresse après s'être faufilé entre des brèches qui pourraient égratigner des sultans et des reines. Sans modèle défini à la base, ses toiles, ses billets de train ressemblaient à des gribouillis. Jean ne maîtrisait plus les coups de crochet de sa plume, étant donné que celle-ci était sans cesse coincée dans le labyrinthe du néant, des fouilles mentales profondes. Comme pour faire amende honorable, se racheter aux yeux de ses futurs lecteurs, il décida de tout laisser tomber, non sans avoir esquissé le synopsis de son dernier billet, un dernier pour la route, bon ou mauvais. De fil en aiguille, il aurait plus de temps libre pour séduire Kat 100%. Le synopsis était le suivant. Je ne devrais rien chercher, rien de nouveau à écrire, aucun thème particulier à approfondir à la fin de mes notes. Oui, j'essaierai juste de puiser la synthèse tant attendue dans la cuve de mes idées, nimbées dans les lignes de mes précédentes chroniques. Ces intentions très mal exprimées, jamais allées au bout de leur juste objet, il les ressusciterait. Dans ce dernier motif, il les alignerait pour ne former qu'une seule et unique. Ces intentions, très mal exprimées, jamais allées au bout de leur juste objet, il les ressusciterait. Dans ce dernier motif, il les alignerait, pour ne former qu'une seule et unique, bien ficelée. Elle tiendrait peut-être sur des dizaines de faisceaux, mais, et ce serait cela l'essentiel, cette synthèse achèverait la lettre de ses écrits solitaires, cachés dans le cahier à spirale, que seul moi, votre serviteur, connais pour le moment. Chapitre 4. En attendant d'emménager avec Kat, Jean sut cultiver son optimisme grâce à son jeu avec les mots éparpillés sur des feuilles volantes qu'il espérait rassembler un jour en un roman tenant la route. Kat lui aurait conseillé de participer à un atelier d'écriture. Il ne serait pas contre une telle leçon afin d'apprendre les rouages de la création littéraire. Dans son florilège de billets, il abordait tout, détails insignifiants d'une journée banale. Crêpes au miel d'acacia accompagnées d'un crème au lait frais entier et d'un jus d'orange. Après ce régal, ce billet rappelait la visite de Jean chez sa boulangère. Dans ce billet,
rappelait sa visite chez sa boulangère. Dans ce billet, il achetait un pain de campagne, un jour de vent, sans courrier dans sa boîte aux lettres postales. Une fois chez lui, il se remettait à l'écriture, ce rituel. À la fin de son évasion avec les mots, il déjeunait sobrement. Il déjeunait sobrement. Le menu n'était ni trop sucré ni trop salé. À 14h32, il s'était entretenu avec sa conseillère. Elle tardait à valider son prêt immobilier. Ni réponse positive, ni réponse négative. Hors de sa banque, il foulait la cour de Bercy Village. Des rayons de soleil apportèrent de la joie à son humeur maussade. L'hiver approchait gracieusement, glacialement. Pour les fourrures, Jean s'était approvisionné de respect. La grippe sévirait, le ministère de la Santé distribuerait gratuitement un vaccin pour les seniors, les cheminots déposaient un préavis de grève, le dentiste de la maison médicale examinerait Jean, une histoire de dents de sagesse. Il quittait Bercy Village pour bifurquer vers le musée Grévin. Pour cela, il devait sauter dans un métro rapide, pourtant sans conducteur. En longeant les grands boulevards, il croisait une passante. Elle grelottait de froid, un bébé sur le dos. Elle cherchait le restaurant de la soupe. Poliment, Jean lui tendit un billet de banque de 20 unités. Et il accéléra la cadence, impatient de fouler le parquet de maison décoration. Après une demi-heure, il en sortait, dans la main un géranium cultivé dans une poterie rouge et un coussin brodé à l'effigie de la Casbah d'Alger. Plusieurs flots atypiques se déversaient sur le journal de Jean, comme contempler les étoiles crépusculaires de pleine lune, se dégourdir les jambes sous un ciel vénitien, relever des loisirs inoccupés, oublier sa séance de sport de midi, éplucher des légumes, des fruits, et vider des sardines d'élevage pendant des heures, écrire inlassablement, écouter via la radio le monde des alentours de Paris, ou battre le pavé de la capitale, à l'instar du million de manifestants, pour dénoncer la loi du maire, le réformateur. Le journal de ses carnets politiques notait à l'encre verte son entente avec Lille, la présidente écologiste, croisée sur la place du marché. Lui s'apprêtait à remplir son couffin. Elle distribuait des tracts. Puis elle l'avait abordé. Comment appelle-t-on une plantation de dattiers? En face de cette battante, Jean se rendait compte de sa propre inertie. Ainsi donc, il s'était contenté seulement de gagner des sous à dépenser dans du consommable fantaisiste. Ainsi, il ne participait plus à l'embellie associative de son quartier. Devenu le citoyen docile, rangé comme un soldat de plomb qu'il devint, il fronça le front d'avoir rejeté sa fougue et sa combativité de jadis. N'avait-il pas créé un journal militant, financé de ses propres maigres économies, un journal pour la promotion de sa langue villageoise? Le temps de réflexion imparti et épuisé, Jean n'avait plus le choix pour répondre au quiz. Une plantation de palmiers est une palmeraie. Non, Lille, ce ne peut être une oasis. En attendant, une oasis. En attendant l'accord de 4, Jean consulta la voyante que tout le monde désignait par Dame des miracles. Elle attira son attention sur la voix intérieure qui nous guide sans que nous le sachions. Écoute-toi, les autres t'écouteront. Obéis à tes sens, même quand il faut t'engager.
t'engager dans l'inconnu avec Kat. Pour elle, Jean ne devait pas se laisser abrutir par des théories rationnelles. C'étaient des confidences à couper le souffle, à en perdre la voix. La dulcinée de Jean, elle aussi, restait sans voix. Elle se confinait bien des mois dans son orgueil belliqueux. Pourtant, elle eut à tout avouer à Jean. Elle eut tout à avouer à Jean sur sa rupture définitive avec Raphaël. Pourquoi tardait-elle à dire oui, à emménager avec Jean? Kenza, la fille d'Alger, ne risquait-elle pas de lui voler son admirateur? À maintes reprises, Jean rappelait à Bob qu'il ne devait pas le prendre au mot. Qu'il ne devait pas le prendre au mot. Il aurait dû plutôt lire entre les lignes. Excité, Bob agitait les bras. Il ne se gênait pas pour le ranger dans la frange des extrémistes. Jean étayait sa thèse alors que le sujet venait d'être épluché à fond. Pantois, son vis-à-vis le trouvait avoir de la suite dans les idées. Si les autres et Bob continuaient à déformer ses propos, Jean finirait par se taire. Bien sûr, ce silence lui éviterait les disputes stériles. Dans le cas inverse, Jean serait obligé, pour convaincre, de bien détailler à chaque fois ses intentions dans des dissertations longues, argumentées de façon chirurgicale. Bob s'exerçait aussi à cette rhétorique depuis 15 ans. Mais l'éducation nationale, coincée un peu, refusait d'intégrer ces contes CONTES, ces contes dans les manuels scolaires. Ces mots ne résonneraient-ils pas du même son de cloche que ceux du roman national? Jean non plus n'était pas perçu comme un citoyen politiquement correct. Ainsi lui arrivait-il, entre Paris et sa banlieue, de bouder les journaux gratuits, redonnant l'estime au titre de bouder les journaux gratuits, redonnant l'estime au titre classique. Du coup, il apprenait que les forces anti-émeutes avaient lancé leurs lacrymogènes. Les premières interpellations avaient été comptées. Le gendarme des droits en dénombra 1600. La confrontation battait rageusement son plein sanglant. Les gazettes le rappelaient noir sur blanc et en couleur. L'opposition déplorait un vrai dialogue de sourds. La peur au ventre, la cité de Jean avait fermé les yeux. Pourtant le soleil brillait, les arbres fleurissaient, les merles répliquaient aux hirondelles, la nature chantait en parfaite harmonie avec le printemps du cinéma. Malgré la tragédie si proche, Jean persistait à fouiller dans les biographies des rois et des reines. Fussent-ils des despotes, ne fussent-elles pas des reines de cœur? Il tentait de se frayer une échappée honorable dans le maniement du discours oral ou bien écrit, afin de séduire Kat, grâce à un langage poli, loin de ce que Balzac en son temps appelait le grimoire de la politesse. En parallèle, le mois de mars était sur le point de tourner sa page. Mars, avril, et Jean redouta le grand poisson d'avril. Optimiste qu'il est, il rêva d'entendre Kat lui annoncer son accord pour emménager ensemble.
quitte à la voir faire une marche arrière, juste après, en le calmant. « Chérie, ce fut un poisson d'avril. Attendons encore 2 mois, comme planifié dans notre agenda amoureux. » Le mercure mondain, monté d'un cran sur le thermomètre des luttes sociales, une nostalgie anima Jean en repensant au jour en repensant au jour où il partageait avec la voyante d'en face ses incertitudes et ses espoirs, à chaque fois heureux de lui dévoiler les fausses notes que sema chez lui Kat. La voyante prêtait une oreille attentive à son agitation légitime. Elle admirait son optimisme. Jean portait aussi la nostalgie des heures paisibles, passées à écrire ses billets de train, au jour le jour, convaincu qu'il en ressortirait quelque chose, un roman, un essai, un récit, un pamphlet. Pour le moment, il en est ressorti son cahier à spirale, en ma possession. Chapitre 5. Certains jours n'ont pas vu Jean évoluer avant l'avènement du crépuscule. À 20 heures passées, il descend du bus, il parcourt 300 mètres, puis il manie une clé magnétique pour ouvrir une porte avant d'accéder au premier étage via une dizaine de marches. Au second étage, il évite une poussette de bébé. Au troisième étage, une caméra analyse l'iris de ses yeux. Une large porte s'ouvre sur une baie vitrée doublement. Il longe une cuisine américaine, puis accède à un séjour noir. Épuisé de l'attendre, le robot ferme les applications domestiques. Il fait basculer en mode veille les écrans muraux. Dans ce bain d'objets connectés, un chat électrique rappelle la vie par ses miaulements. Tandis que Jean progresse dans l'obscurité, tombe sur une lisse moquette bleue turquoise, 2 casseroles, un quart de pain aux céréales, une bouteille d'eau vide, une passoire jetable rouge, du sel iodé, des serviettes en papier jaune et un agenda électronique. Une nuit se lève. Jean relève les persiennes. Une lueur filante, tamisée, enveloppe son appartement. Il se jette sur un sofa. Il saisit un crayon pour écrire 3 pages. Puis, il pose sa plume. Sa mélodie ne donne aucune nouvelle d'elle. Il éteint tout, tente de dormir. Comme un poisson, il nage dans une eau douce. Il sait oublier ses chagrins de cœur et politiques. Dans cet océan calme, la voyante d'en face veille sur son sommeil. Elle prédit de beaux rêves dans son horoscope du soir. Paix, justice sociale, fraternité,
entente cordiale dans les couples, entre les enfants et les parents, les salariés et leurs patrons, le maire et ses électeurs, Kat et Jean. Entre les billets soporifiques de Jean et ses victoires bien rares jusque-là, Kat lui souhaita un joyeux anniversaire, prête pour dîner avec lui sous des chandelles, dans un face-à-face que le monde leur envierait. Un face-à-face anticipé? Kat ne lui avait-elle pas dit que ce ne serait que dans 6 mois qu'elle serait prête pour le voir en dehors du bureau? À dire vrai, si Jean s'y était bien pris, il aurait eu Kat dès le départ. Foncièrement bonne, elle savait garder la tête sur les épaules. Le bling-bling ne l'impressionnait pas. Sensible, elle s'effondre quand un garçon la quitte. C'est ce qui se passa avec son correspondant sur la toile, Victor. Eh oui, Kat portait un pseudo sur le net, Nagette. Lors de l'anniversaire de Jean, ce dernier offrit à sa chérie un cadeau significatif qui produisit l'effet escompté chez Kat, disposée enfin pour habiter chez lui. Kat fit allusion à sa rupture avec Raphaël, fière quand même de narrer à Jean, en serrant des poings victorieux, la façon dont elle avait jeté, par la fenêtre à double vitrage, la valise de son mari violent. Le passé de Kat, Jean ne voulait pas en entendre parler. Il estimait que l'essentiel serait le bout de chemin à faire à deux. Pour la seconde fois, il déployait les grands moyens. La première fois, c'était un élan non calculateur. Cette fois-ci, il mit 20 ans à répondre au jeu féminin. Il mit 20 ans avant de se convaincre que leur chemin s'était séparé à jamais. Le soleil de ses 20 ans, Bérénice et lui. Pendant 20 ans, il avait attendu un miracle, prêt à payer des prunelles de ses yeux pour la savoir en vie et seule. La voyante avait vu juste. « Mon enfant, c'est à toi seul de prendre ton destin en main. »« J'ai usé de tous les subterfuges, chère grand-mère. Mon enfant, mets les petits plats dans les grands. Sois audacieux et entreprenant. » Heureusement, tout au long de ces années, une sorte de traversée de son désert sentimental, un remède, une lecture, l'avait apaisé, un conte, en hommage à l'école. Fin de la 6e année du cycle primaire. Admis en première année de collège, je fus soulagé. Du début à la fin de l'année, j'avais suivi les conseils de mes tantes. Je révisais au jour le jour. J'avais su bien chasser la procrastination. Je vengeais, si j'ose dire, Monsieur Proust. Au sommet du mont Itige, en ce dernier jour du cycle primaire, j'avais ouvert le cadeau de mademoiselle Mouba, gagné à la suite d'une dictée sans faute. C'était un tome de « À la recherche du temps perdu ». Je l'avais, dis-je, ouvert à la bonne page. Puis, à plein poumon, en faisant l'avion avec un pied et un bras en l'air, je lus le constat de Marcel devant son inaptitude à réaliser certains projets dans les temps. Lisez avec Lebrun et moi, sous le beau coucher de soleil, en cette douce soirée kabyle, en ce 30 mai 1981. La voyante d'en face avait tout saisi. L'exil forcé de Jean représentait la source de sa vie sentimentale ralentie. Jean la consultait depuis 10 ans, chaque jeudi à 20 heures.
Il mit fin à ses rendez-vous le jour où sa voisine, la jolie fille, débarquait du Clos du Prince, loin d'Alger. À peine installé dans son appartement, Kenza le conviait à fêter tout ça, enchanté d'habiter en face d'un célibataire en train de rompre avec Kat. « Je ne risque pas de tromper mon fiancé », lui fit comprendre la jolie fille. Son fiancé? Pour l'instant, il habitait au bout du monde, mais il ne tarderait. Il habitait au bout du monde, mais il ne tarderait pas à la rejoindre. Ce manège dura 6 mois, le temps du retour de Kat. Comme l'envie de Jean de se faufiler sous ses draps débordait, il lui proposa un dîner. Elle dit non. Le lendemain, il reçut d'elle une lettre sans timbre, dans sa boîte postale. La jolie fille, sa voisine, lui dévoilait son parcours loin d'Alger. Ayant fui une cité à feu et à sang, elle avait débarqué dans une dizaine de pays, aussi louches les uns que les autres. Le hasard la fit débarquer à Paris, accueillie par une association caritative. Là, Kenza, en bénévole, avait donné des cours aux enfants des pauvres. 3 mois plus tard, elle avait décroché un emploi dans la mode et s'était vue attribuer son logement actuel, en face de Jean. Voilà pour le détail, avait-elle conclu en essuyant les larmes, en train de couler sur ses joues. Jean avait enchaîné avec sa propre histoire. « Toi et moi avons enduré les mêmes épreuves, » elle lui répliqua. « Mais toi, tu es un garçon inattaquable, le contraire de moi, la petite souris. » Par cette affinité, dans le drame de l'exil, loin d'Alger, ils devinrent de bons voisins. Elle venait chez lui, lire ses billets de train à lui, elle se permettait même de les commenter, rentrant chez elle boire son thé. Elle rentrait chez elle boire son thé, et il admirait son charme. Jean buvait en face d'elle, en cultivant un rêve impossible, goûter au parfum de Kenza. La fille native de la ville des roses, Blida, tout près de Boufarik, cette plaine de la Mitija, riche en oranges et citrons, cette oasis de la fleur d'oranger. Cette excursion romantique arriverait-elle? Cette excursion romantique aurait-elle lieu en cachette de Kat? Au courant du rapprochement entre Kenza et Jean, Kat menaçait de faire éclater le scandale. Pour lui faire payer la faute, elle s'afficha avec le chef de service. Jean ne broncha pas. Il estimait qu'elle avait droit à une vie privée et à son heure de gloire et de vengeance. Après cet épisode, Jean rappela à Kat qu'il était toujours d'accord pour emménager avec elle. Coup de théâtre. Elle l'invita au café Hélium. Une fois attablée en face de lui, Kat lui parla de la ferme de ses parents. Elle insistait. Elle insista. J'adorais les poules, malgré les saletés qu'elles semaient dans la basse-cour. Ramasser leurs œufs était un bonheur, parce que tu te faisais des omelettes et des boulettes de poulet. Pas du tout,
Aurais-tu gardé une réserve de nostalgie? La vie dans la ferme était étouffante. Qu'est-ce qui dérangeait Kate? Les commérages des mémés m'étaient insupportables. Dans une grande cité aussi se jouent les mêmes facéties. Je préfère la ville, où je fréquente qui je veux, rentre à la maison à l'heure que je désire, et je m'y sens plus libre. De nos jours, la vie rurale se citadinise. Ici, je ne rends aucun compte si ce n'est à moi-même. Hein? En ville, Kate gagnait en liberté. Jean de constater. Les femmes de province aussi. En tout cas, elle ne s'était jamais sentie épanouie, loin de sa ferme. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie elle ne s'était jamais sentie aussi épanouie loin de sa ferme, préférant largement l'anonymat urbain au flicage villageois. Dès l'adolescence, elle ne s'y sentait pas dans son élément. Jean, lui, estimait que les sincères valeurs humaines naissent dans les campagnes. Il insistait sur le fait que les mégapoles étaient en train de falsifier l'humain. Il pleuvait, Jean et Kate prenaient un thé au café Hélium de la rue de la Convention. Après s'être chamaillé avec Kate sur les ruraux et les citadins, il la quittait sans aboutir à un consensus. Il allait animer son atelier du livre en fait. Comment se faisait-il que Kate rejette sa ferme paisible? Une fois Jean parti, elle sortit un bloc-notes de son sac. Elle l'ouvrit à la page 12, elle mit ses lunettes et entreprit de le lire. C'était la page du concours scolaire de ses 10 ans. Une page dans sa version originelle, que Jean corrigea en l'ayant enrichie, que Jean avait corrigé en l'ayant enrichi de dialogues sympathiques. Dans ce texte enfantin, Zoé, la narratrice, une fillette de 6 ans, surprise d'apprendre la naissance de 3 agneaux, remit en cause les propos de Zulika, la grand-mère de Janina. La mamie jubilait d'un point rageur. 3 petits de la brebis sont en train de naître. Zoé voulait quand même percer ce secret. Comment savez-vous qu'il y en aura 3, grand-mère? Voilà que la vieille passait à la vitesse supérieure. Mon rêve a auguré de 3. La gazette des potins mondains releva que Kate avait surpris Jean avec sa voisine du 12 en train de dîner face à face dans un décor de bougies parfumées et d'odeurs de jasmin. La gazette avait titré « Jalousie heureuse ». D'après la plume du fait divers, il n'en était pas à leur première joie secrète. Kate aurait, paraît-il, auparavant, assisté à une telle scène. Par 2 fois, la femme piquée au vif avait passé l'éponge, non sans avoir mis en garde son futur mari. Immédiatement, Jean proposait à Kate d'emménager, loin de la jolie fille et du Clos du Prince. Kate lui suggéra le quartier de Montmartre. Cela fait 6 ans qu'ils y vivent. Ils ont leurs habitudes dominicales sur la place des Abbesses chaque samedi, chaque dimanche. Quand il fait beau, Jean continue d'écrire. Mais il n'écrit plus de billets de train. Cela va de soi, puisqu'il ne prend nul train de banlieue.
billet contestataire ou billet utopiste ou billet philosophique, il s'est mis à la prose. Kat l'a encouragé en ce sens. Son nouveau voisin, Mac Nat Frossen, poète et figure de proue du Sacré-Cœur, lui a même appris une technique poétique, lui, l'auteur de pas moins de 10 recueils de poésie, dont Le souffle du zéphyr et Vers au vent et Mots éparpillés et encore Rivière Espérance. Cette fertilité a mis en confiance Jean pour inventer de la prose. Son dernier poème, corrigé par Mac, un travail Cette fertilité a mis en confiance Jean pour inventer de la prose. Son dernier poème, corrigé par Mac, un travail à 4 mains, est Une neige en flocons, une chaleur, un cocon, le pas trébuche, il hésite, mais un mental de fer entraîne le corps vers le site des joies interstellaires. Une dernière trouvaille à rappeler. Nagette s'avère être Kat, Victor, Jean. 2 avatars du net. Décidément, le hasard fait tout pour que ces 2 collègues, Kat et Jean, puissent se lier pour le meilleur et pour le pire, un jour ou l'autre, au bureau ou loin du bureau. Comme quoi, on a beau jouer au chat et à la souris, la paix des braves, le rapprochement finit par s'instaurer. Pourquoi voir ailleurs, chercher un bonheur lointain, quand ce même bonheur nous sourit tout près, au bureau ou au balcon d'en face, loin d'Alger, pour Kenza toujours célibataire? Coup de théâtre. Une fois Jean parti avec Kat, loin du clos du prince, la fille algéroise, comme chagrine, rendit son appartement. Elle pria Jean et Kat de l'héberger pendant 3 mois dans leur chambre de bonne. Ils l'accueillirent de la meilleure grâce du monde. Une fois sur les hauteurs de Montmartre, chez Kat et Jean, Kenza croisa Slim, son fiancé, qu'elle avait quitté, en ayant opté pour son exil actuel. Vite, elle sut lire ce présage. Ils emménagèrent. Ils emménageraient bientôt. Ils célébreraient leur union retardée à Paris, quoique loin d'Alger et de leurs familles respectives. Kat et Jean seraient leurs témoins de mariage.